Alors aujourd'hui ça va être un retour à la ligne un petit peu particulier puisque Nina n'est pas là, donc on va faire moins de blagues et de trucs comme on fait d'habitude pour parler de ce qui se passe en Palestine en ce moment. Et aussi on voulait vous parler de ceci, ça c'est un tract qu'on a élaboré au Canard qui résume en gros le massacre en Palestine, les responsabilités de l'État israélien et toute l'hypocrisie qu'il y a en ce moment dans les médias. Bon là il est en format A4 mais vous pouvez l'imaginer un peu plus petit. Et ce tract il est disponible en description et il est modifiable. Alors pour ça il faut aller sur Canva et tu peux rajouter donc tes arguments, tu peux mettre ta ville, ton contact et tu peux l'imprimer après et commencer à distribuer dans ton coin seul ou avec tes potes. Tu peux les mettre dans les boîtes aux lettres ou tu peux les distribuer à la sortie de supermarché, en manif, les déposer dans les restaurants. Et il faut aussi mettre un petit contact ici, que ce soit un Insta, une boîte mail ou quoi que ce soit, pour que les gens qui reçoivent ce tract-là puissent te contacter s'ils veulent participer à des actions. Ou tu peux caler aussi des rendez-vous genre sur des parkings, histoire d'être tranquille sans autorisation. Et si tu fais des actions, contacte-nous sur Snapchat, par Instagram ou par mail sur sabouge@lecanardrefractaire.org avec des photos et des vidéos, comme ça on pourra parler de tes actions et de ta ville dans nos vidéos. Ici dans ton coin, il y a des gens qui regardent Canard, comme ça on peut vous mettre en contact. Allez, c'est parti pour ce râle un petit peu particulier qui va donc prendre la forme d'une petite revue de presse sur la Palestine. On a eu lundi l'entrée sur Rafah de l'armée israélienne. Rafah, c'est la ville à la frontière avec l'Égypte, à l'extrême sud de la bande de Gaza. C'est là où, mois après mois et bombardement après bombardement, que les Gazaouis ont été poussés, expulsés et contraints à l'exil. C'est donc l'étape finale d'une annexion avec comme symbole la prise du point frontalier de Rafah, où passaient jusqu'alors les maigres aides alimentaires. Sauf que, à regarder les médias, on a l'impression qu'il y a un monde parallèle entre d'un côté l'horreur de ce qui se passe à Rafah et de l'autre la propagande des puissants. D'un côté, on a Gabriel Attal qui est tout content avec BHL au dîner du CRIF. C'est une grosse réunion où se rencontrent les riches, les politiques et les chefs des institutions proches de l'État israélien, histoire de manger des petits fours et signer quelques contrats. Et pendant ce temps-là, tu as des journalistes de la chaîne états-unienne CNN qui a révélé les premières images des camps de torture pour les Palestiniens mis en place par l'État israélien. D'un côté, Attal critique la France insoumise au CRIF en disant que c'est une honte leur positionnement sur la Palestine, et de l'autre, un grand diplomate de l'État israélien déchire la charte de l'ONU après un vote symbolique sur la reconnaissance de l'État palestinien où l'administration états-unienne a mis un veto. D'un côté, l'ex de Gabriel Attal, là, tu sais, parachuté ministre des Affaires étrangères, redemande sans aucune menace le retour de l'aide alimentaire à Gaza. Et de l'autre côté, tu as des colons israéliens soutenus par leur armée qui bloquent les camions humanitaires pour Gaza avec des pierres. Tu vois comment il y a l'horreur d'un côté et les mensonges et la mise en scène et l'hypocrisie de l'autre, quoi. En vrai, ça devient clair là que c'est des salauds, qu'ils mentent, qu'ils justifient les massacres et qui veulent juste défendre leurs partenaires économiques en réalité. Ils sont tellement menteurs et manipulateurs que de notre côté, ça devient très facile de les dénoncer. C'est pour ça qu'ils nous censurent d'ailleurs. Dites-vous que même à l'Eurovision, qui est le spectacle international le plus lisse politiquement d'habitude, l'Eurovision c'est devenu un lieu de confrontation entre d'un côté les organisateurs pro-État israélien et de l'autre certains artistes qui ne veulent pas se taire. L'Eurovision cette année c'était en Suède, c'est un pays scandinave qui a longtemps eu une tradition pacifique au sein de la population, avec de nombreuses ONG anti-guerre et humanitaires qui s'y trouvent. Une tradition pacifique qui est malmenée par les récentes annonces du gouvernement suédois qui veut renforcer leur armée et les budgets militaires. Donc il y a pas mal de militants suédois qui sont déjà de base mobilisés contre la guerre. Alors forcément, quand à l'Eurovision qui se passe la même semaine que la conquête de Rafah, ça pousse à agir, quoi. On a donc eu le droit à de belles manifestations dans la ville de Malmö où se passait l'Eurovision pour visibiliser à maximum le génocide en Palestine, alors que les caméras de télé sont braquées sur le divertissement. Surtout que dans ce truc de divertissement, il y avait elle, la candidate israélienne, et elle s'est fait huer par le public à chaque fois qu'elle s'est montrée. Non pas parce qu'elle était nulle ou quoi, c'est juste que en fait c'est un moyen de rappeler ce qui se passe en ce moment à Rafah, de dire que les lumières et les paillettes ne font pas oublier la guerre. Donc le public sur place a manifesté son soutien avec la Palestine, mais il y a aussi des artistes qui l'ont fait. On va commencer avec les techniciens belges de la télévision qui ont décidé d'interrompre la retransmission de l'Eurovision pour dénoncer le génocide à Gaza. Le candidat letton a lui dit que tous les pays du monde méritent d'être libres. La candidate grecque a elle fait semblant de dormir pendant que la représentante israélienne causait devant les journalistes. Et les Italiens, eux, c'est des rois, on leur pardonnerait presque ce qui s'est passé le 9 juillet 2006. Non capisci perché? Sono messo qua.
Donc malgré la pression de l'organisation de l'Eurovision, il y a quand même eu pas mal de messages qui ont pu passer durant l'événement. Et en plus, il y a notre chanteur français Slimane qui a fait une super performance. Mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Slimane, il a terminé 4e, juste devant la représentante israélienne qui a terminé 5e. Et ça, c'est intéressant. Elle a fini 5e sur 25, ce qui est plutôt une bonne performance dans le classement. Sauf que le problème, c'est que quand on regarde les notes des jurys sur place, on se rend compte qu'ils ont plutôt mal noté la prestation israélienne. Ce qui a permis donc à la représentante israélienne de terminer 5e, c'est le vote massif des téléspectateurs qui ont payé 1 € pour voter pour la candidate israélienne. Et parmi les votants, tu as notamment Gaëtane Meslin, c'est la chef économique de BFM TV. C'est le genre de meuf qui met en photo de profil LinkedIn qu'une image d'elle à Roland Garros, pour te dire quoi. Et donc sur Twitter, elle a fait un tweet où elle a montré qu'elle a voté plusieurs fois pour la candidate israélienne. Et à chaque fois, la meuf, elle a payé 1 € à la bonne Yankee. Donc deux choses, ça veut dire que tu as énormément de riches israéliens qui ont voté à fond pour la candidate israélienne, tu sais, en votant 1 € à chaque fois, machin, machin. Donc déjà, ils ont bourré les urnes, globalement c'est ça. Et deuxièmement, ça veut dire que l'Eurovision, ils se sont fait des thunes sur la propagande israélienne, pour le coup, c'est pas mal ça. Et malgré ce bourrage d'urne, et ben Slimane, il a quand même battu la candidate israélienne, et ça fait plaisir. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, on se rend compte qu'en plus de l'Eurovision, il s'est passé plein de choses, notamment des actions militantes partout dans le monde. Ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. Ce que vous voyez là, ça a été vu sur Twitter plus de 30 millions de fois. Donc tu peux rajouter plusieurs millions si tu comptes les reposts et les autres réseaux sociaux. La vidéo, elle remémore les événements marquants de la lutte contre le génocide à Gaza aux États-Unis. Et c'est là où tu te dis que c'est pas juste des petites manifs isolées pour la Palestine, tout ça. Il y a un vrai mouvement international qui a son histoire, qui a ses codes et qui a ses revendications. Et c'est vrai que dans ce mouvement, on parle beaucoup des violences policières parce que c'est les images qui sont les plus impressionnantes. Mais en vrai, c'est pas toujours comme ça que ça marche. Regarde, à New York, par exemple, les étudiants et leurs professeurs, ils ont ensemble bloqué des voitures de police pour forcer la libération de leurs camarades. Et en Californie, les profs n'ont pas fait venir la police et ils ont organisé avec des élèves des débats et des prises de parole. Au final, les étudiants, ils ont obtenu la fin des investissements et la collaboration de leur université avec des entreprises ou universités israéliennes. T'as d'ailleurs aussi un mouvement de boycott contre toutes les personnalités publiques aux États-Unis qui n'ont pas pris position par rapport au génocide. Une idée de boycott qu'on pourrait d'ailleurs importer en France. En France, où évidemment le mouvement a continué ces derniers jours. L'occupation de la Sorbonne a beaucoup fait parler d'elle, déjà pour son beau drapeau palestinien, mais aussi parce que la police est arrivée à un moment donné et ils ont coffré 86 militants, ils ont placé en garde à vue pour mettre fin à l'occupation. Ce qui colle avec les propos de Gabriel Attal, qui dit qu'il n'y aura jamais de droit à bloquer les universités en France. De toute façon, les jeunes pour Attal, en vrai, ils sont juste là pour faire le service militaire, pour bien fermer leur gueule, quoi. Le procureur de la République, il a même demandé la détention provisoire pour certains militants. Et pendant ce temps, dans les rues de Paris, tu as des groupes néo-nazis qui font leur petite promenade tranquillement, quoi. Ils enferment les pro-palestiniens qui occupent pacifiquement contre la guerre en les traitant d'antisémites, mais par contre, les héritiers des nazis qui déambulent à Paris, pas de problème. Du côté de Sciences Po Paris, des professeurs sont venus soutenir leurs élèves avec des pancartes « Nos étudiants sont notre fierté ». Et de nombreuses manifestations ont été organisées, soit les samedis, soit après la prise de Rafah, avec pas mal de monde. D'ailleurs, le 18 mai, les comités Urgence Palestine organisent partout en France des manifestations. Donc n'hésite pas à regarder si à côté de chez toi, tu as une manif qui s'organise. Ici, c'est le cas. Hop, tu peux prendre le tract, rajouter l'information de la manifestation et c'est parti pour le tractage. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que à Paris que ça a bougé. Là, il y a des belles images, par exemple, d'information ouvrière sur une mobilisation à Montpellier. Et à Bercy, tu as le grand Roger Waters, le bassiste historique des Pink Floyd, qui a fait un immense concert avec des messages très clairs pour la Palestine. Roger Waters a toujours été un militant contre la guerre dans toutes ses chansons. Il a même fait des albums contre ça. Et il s'est aussi beaucoup mobilisé pour Julian Assange. Et pendant ce temps-là, chez Bolloré TV, on avait ce genre de scène. Philippe, on n'en est plus là. On va directement vers un affrontement, ce que certains annonçaient, et on va directement vers un affrontement. Quand est-ce qu'il aura lieu? Je n'en sais rien. Où il aura lieu? Je n'en sais rien. Mais il n'y a plus de discussion possible. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la destruction d'Israël et la haine des Juifs. Et la haine des Juifs, bien sûr. Et ça commence comme ça. Après les Juifs, ce sera peut-être, et sans doute même,
d'autres communautés qui seront visées. Les gars, ils se cachent même plus d'être juste une courroie de transmission de la propagande israélienne. Voilà, c'est ça maintenant, ces news. Allez, on va aux Pays-Bas maintenant, où tu as des grandes manifestations avec des occupations et des barricades qui sont très impressionnantes. Ce qui a donné des scènes très marrantes où tu as un policier qui arrive, tu sais, avec sa matraque et tout, pour mettre en garde à vue un type, sauf qu'il a 15 kilos d'équipement, le CRS, sur lui. Et du coup, le militant, il s'est jeté dans le fleuve pour pouvoir le contourner. En Allemagne, ils ont aussi une stratégie, comme nous autres, hein, ils occupent les routes, ils bloquent la circulation, ils organisent des grandes manifestations, mais quand ils se font choper par la police, ils font un grand sourire. C'est un moyen de montrer publiquement qu'on n'est pas des terroristes que les médias propagandistes décrivent en permanence. Et c'est aussi un moyen de montrer que, en plus d'avoir l'ONU, la Cour pénale internationale, les ONG, le droit international et le fait qu'on soit digne, parce que nous on dénonce le massacre, mais en plus de tout ça, on est quand même plus sympa que les Robocop dystopiques de la police d'État. Au Kenya, maintenant, tu as un gouvernement qui est allié de l'État israélien et qui réprime les manifestations contre le génocide. Alors les militants là-bas, ils ont envahi un bâtiment de l'ONU et ils ont adressé un message qui est très clair. Please up now. Stand up now. Stand and show your solidarity with Palestine. Pray for Rafah. Ceasefire now. Greta Thunberg, elle a pris la parole pour dénoncer le 2 poids 2 mesures où les sanctions contre l'État russe ne sont pas appliquées contre l'État israélien, une hypocrisie qui montre bien que les puissants ne veulent pas la paix, mais que les enjeux sont économiques et diplomatiques. Tu vois, il y a les bons États qui organisent les bonnes guerres et tu as les mauvais États qui organisent les mauvaises guerres. Tu vois, faut pas confondre les deux. En Grande-Bretagne, tu as aussi beaucoup d'occupations d'universités et tu as même un journaliste qui a réussi à mettre dans le corner, comme on dit en boxe, le porte-parole de l'armée israélienne. That wasn't my question. You know it wasn't my question. I don't have the information. You literally have no idea how many civilians you've killed. It's not that I don't know. I'm not authorized to give the information. I don't have the information. That's complete nonsense. Why are you authorized to give me the number of terrorists you've killed, but not a number of civilians? I don't understand. Can you explain? Et tu as eu aussi une manifestation en Norvège, mais vraiment toute petite. Hein. Et au niveau de la diplomatie internationale, on va dire, ça bouge pas mal aussi. L'UNESCO a décerné le prix mondial de la liberté de la presse aux journalistes palestiniens, dont plus d'une centaine ont été assassinés par l'armée israélienne. Lula, le président brésilien, lui, il a annulé plus de 100 millions de dollars de contrats d'armement avec Israël. Et même les États-Unis, on a l'impression qu'ils sont prêts à arrêter la livraison d'armes en Israël. Mais on a seulement l'impression, hein, parce que quand on lit les articles et les déclarations, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout arrêter les livraisons d'armes. En fait, ils disent qu'ils veulent suspendre la livraison d'armes qui sont utilisées par l'État israélien pour tuer des civils palestiniens. Sauf que l'administration états-unienne n'a pas réussi à approuver que des armes états-uniennes sont utilisées pour tuer des civils en Palestine. Voilà. Donc vu qu'il n'y a pas de preuve qu'ils n'ont pas tué de civils, donc ils n'ont pas tué de civils, donc ils peuvent continuer à livrer des armes, donc ils continuent de livrer des armes. La seule chose qu'ils ont arrêté de livrer, c'est les MK84, qui sont d'énormes bombes non nucléaires, et lorsqu'elles explosent, celles-ci expulsent 14 000 fragments qui s'éparpillent sur un rayon de 1 km. Donc c'est parmi les bombes non nucléaires les plus puissantes au monde, et tu en as déjà 80 qui ont été lancés par l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Bref, les États-Unis ne vont pas arrêter leur exportation tant qu'ils n'ont pas de preuves, d'où l'importance de parler du travail de l'ONU et de la CPI qui pourront permettre de prouver ces choses-là véritablement, je veux dire de manière, on le sait, tu vois, mais ils pourront le mettre sur le papier, ce qui forcerait et qui pousserait l'administration états-unienne dans ses contradictions et donc peut-être de réduire à terme l'exportation d'armes en Israël. L'Assemblée de l'ONU, elle a voté pour la reconnaissance de l'État palestinien. C'est une mesure qui est symbolique parce qu'en réalité, c'est juste qu'une requête envoyée au fameux Conseil de sécurité de l'ONU où la diplomatie états-unienne possède un droit de veto. Bref, avec tout ça, on voit que d'un côté, c'est vrai qu'il y a le massacre en Palestine qui continue, mais de l'autre, on voit bien que la dénonciation de ce massacre prend de plus en plus d'ampleur, et ça partout dans le monde. En fait, on assiste à un mouvement international qui lutte contre une même propagande et qui organise des actions qui sont similaires en fait, hein. Des occupations, des manifestations, des blocages. C'est pour ça qu'on parle du fait qu'on développe et qu'on partage une même culture, celle d'un mouvement international contre le génocide à Gaza. Donc même si Rafah a été attaqué, même si le massacre dure depuis plus de 7 mois, il est encore temps de s'y mettre. Sauf que souvent on sait pas quoi faire, tu
tu vois, on sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'on a commencé cette vidéo avec ce tract-là, parce que ça peut être un début de quelque chose. Parce que si vous voulez imprimer ce tract-là, eh ben, il y a 2-3 trucs à remplir encore, donc ça vous force à vous demander qu'est-ce qu'il faut mettre dessus. En plus de ça, il faut vous organiser pour imprimer ces tracts-là, pour les découper, et puis après pour convaincre vos potes de venir avec vous, pour trouver les endroits où diffuser, et pour demander à tous les commerçants de les laisser sur leur étal, etc. Bref, au moment où vous tractez, vous devenez donc un collectif de lutte contre les génocides à Gaza, et vous faites partie de ce mouvement international. Et ça, c'est plutôt stylé. Et en plus, ces collectifs, bon, bah, ça évolue tout le temps, hein. Ça commence à 1, 2, 3, et puis après, il y a 5, puis après, il y a 10, puis après, il y a 20 personnes, et autant de gens qui ont différentes idées et de l'énergie, de la force à donner pour distribuer des tracts, mais aussi, pourquoi pas, faire des collages d'affiches, pour organiser des conférences de presse avec les médias locaux, pour organiser des réunions publiques, histoire d'attirer de nouvelles personnes, ou même pour participer à des manifestations pour le 18 mai, ou même pour toutes celles qui vont suivre. Des actions qui vont se rajouter à toutes les actions qui sont faites par des organisations comme BSD ou le comité Urgence Palestine. Et il faut se rappeler en plus qu'on n'est pas tout seul. Déjà, Netanyahou en Israël, il est extrêmement critiqué. Donc il peut tomber, et il tombera avec sa coalition de fanatiques religieux qui refusent tout accord avec le Hamas et qui maintient encore et encore la guerre. Et rappelez-vous qu'avec nous, on a aussi les ONG, on a l'ONU, on a la CPI qui dénonce le génocide. Il y a même l'administration états-unienne qui est obligée de donner des gages en menaçant l'État israélien. Et si les camarades états-uniens augmentent la pression, on peut imaginer que des sanctions soient enfin mises en place parce que les militants auront contraint Biden. Surtout qu'il y a les élections présidentielles en novembre, donc Biden, il aura peut-être intérêt électoralement à faire un pas vers là. Bref, il y a des victoires à obtenir aux États-Unis, en Israël, et on voit que c'est un mouvement international dans énormément de pays, donc nous aussi en France, on a notre rôle à jouer. Pour Gaza, pour la paix, contre les génocides et contre toutes les guerres que nos puissances sont en train de nous préparer pour les années à venir. Et ça, toi tu peux y participer à ce grand mouvement international, même seul et même si t'es loin des villes. Tu peux choper le tract en description, le modifier, l'imprimer et c'est parti. Et si tu veux de l'aide, des conseils, de la motivation ou des réponses à tes questions, contacte-nous sur sabouge@lecanardrefractaire.org ou alors sur Insta ou Snap. Et nous on sera ravis de partager toutes vos actions, même les plus petites, sur la chaîne Le Canard Réfractaire et Actu Réfractaire. Et si vous organisez des événements qui ont de la gueule, et ben on sera même chaud pour aller vous voir. Et rappel, la prochaine manifestation, c'est le 18 mai, c'est un samedi, c'est un petit peu partout en France, donc c'est l'occasion d'y aller. C'est là-dessus qu'on termine ce râle un peu particulier, puisque Nina n'était pas là, donc voilà, j'ai préféré faire un truc sobre pour une fois. Pour rappel, on est encore en financement participatif, donc si cette idée d'un média qui fait du journalisme et qui fait du militantisme et qui propose des actions te plaît, n'hésite pas à nous soutenir, c'est le moment, il nous reste 30 jours pour boucler notre financement qui va nous permettre de travailler pendant 1 an. Surtout qu'on vous prépare 2-3 petites surprises dans les semaines à venir, ça devrait vous plaire. Sur ce, des bisous et à la prochaine.